Selon l'article 55 de la Constitution, on le sait bien, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. Autrement dit, la loi, et notamment la loi fiscale, doit respecter les stipulations des conventions internationales. Ces conventions internationales, ce sont en premier lieu les traités internationaux conclus par la France. Et en matière fiscale, il s'agira souvent de conventions bilatérales destinées à lutter contre la double imposition internationale. Effectivement, il arrive souvent que des règles d'application territoriale des impôts en France et dans un autre pays conduisent à une situation dans laquelle une même personne se trouve imposée dans chacun des deux États à raison de la même matière imposable au titre de la même période. Et de nombreuses conventions bilatérales ont été conclues par la France afin de résoudre ces difficultés, afin d'éviter que les contribuables dont la situation se distribue sur plusieurs territoires aient à supporter ce type de situation qui occasionne une surcharge fiscale. Outre les traités visant à lutter contre la double imposition, le droit fiscal français peut trouver sa source dans des conventions bilatérales dont l'objet est de favoriser des pays en voie de développement. Par exemple, en orientant les placements de capitaux vers ces pays-là. En facilitant le rattachement fiscal à ces États, les pays en voie de développement, de certaines opérations réalisées par des entreprises multinationales, et en reconnaissant ainsi plus facilement à ces États la possibilité d'imposer, effectivement, on oriente les flux financiers au profit de ces États, de ces pays en voie de développement. Plus généralement, les traités internationaux conclus par la France comprennent un certain nombre de conventions multilatérales qui n'ont pas d'objet spécifiquement fiscal, mais qui peuvent avoir des répercussions dans ce domaine. Et il s'agit en particulier de la Convention européenne des droits de l'homme, traité qui garantit un certain nombre de droits substantiels, un certain nombre de droits procéduraux également, qui sont susceptibles d'être invoqués en matière fiscale. Les sources internationales du droit fiscal, c'est aussi, en second lieu, le droit communautaire, le droit originaire, le droit dérivé, et le droit communautaire a pris une place tout à fait importante en droit fiscal. En effet, avec la construction communautaire, on a vu apparaître une multiplication de règles dont l'autorité est supérieure à celle des lois et qui donc ont leur source dans les traités, mais aussi dans le droit dérivé, les règlements, les directives, la jurisprudence de la Cour de justice. Règles qui ont souvent des conséquences en matière fiscale. Il s'agit parfois de conséquences directes, comme c'est le cas en matière de taxe sur la valeur ajoutée, puisque c'est un impôt qui effectivement relève largement de la compétence de l'Union européenne et qui est essentiellement régi par des directives communautaires. Donc on comprend bien qu'il y a là des textes communautaires qui ont pour objet directement de régir ou de définir le régime de cet impôt. Mais l'influence du droit communautaire sur le droit fiscal est aussi indirecte à certains égards, puisque sans avoir d'objet proprement fiscal, il se trouve que un certain nombre de grandes règles fondamentales du droit communautaire ont des répercussions en matière fiscale, et c'est, à titre d'exemple, le cas de la liberté d'établissement. Nous en venons à présent à un quatrième grand point dans cette introduction qui porte sur les grands principes de valeur constitutionnelle du droit fiscal français. La dimension technique du droit fiscal, je l'ai déjà dit, ne doit pas être négligée, mais pour autant, on ne saurait réduire le droit fiscal à un ensemble de règles techniques concernant l'assiette ou le taux de l'impôt ou le recouvrement de l'impôt. Le droit fiscal prend également appui sur un ensemble de grands principes qui sont à la base du système fiscal français et qui apportent au système fiscal français une certaine stabilité. Les plus emblématiques de ces principes sont la légalité de l'impôt, l'égalité devant l'impôt et l'annualité de l'impôt. Le principe de l'égalité de l'impôt, l'égalité en un mot, a deux sources. D'abord, c'est un principe qui est énoncé à l'article 34 de la Constitution
qui prévoit qu'il appartient à la loi de fixer les règles s'agissant de l'assiette, du taux et des modalités de recouvrement des impositions de toute nature. D'autre part, ce principe de légalité de l'impôt résulte de l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Selon ce texte, tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique. Ils ont le droit de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Et le principe de la légalité de l'impôt revêt deux significations. Premièrement, il implique qu'il appartient au législateur et à lui seul de fixer les règles en matière fiscale. Compte tenu du partage de compétences qui résulte des articles 34 et 37 de la Constitution, le législateur fixe les règles concernant le taux, l'assiette et les modalités de recouvrement de l'impôt, tandis que le pouvoir réglementaire édicte les mesures d'application nécessaires à la mise en œuvre de ces règles. Deuxièmement, le principe de la légalité de l'impôt a cette autre signification. Il implique que le législateur ne doit pas rester en deçà de sa compétence. Autrement dit, le législateur ne doit pas renoncer à exercer sa compétence, laissant ainsi le pouvoir réglementaire édicter des normes qu'il lui revient à lui, législateur, de fixer. Il ne doit pas abandonner au pouvoir discrétionnaire du gouvernement la fixation des règles, que ce soit en intervenant pas du tout, ou en intervenant de façon partielle, ou encore en restant trop général dans la règle qu'il énonce. Si le législateur n'épuise pas sa compétence, qu'il tient de la Constitution, eh bien, il commet une incompétence négative. Le principe de l'égalité de l'impôt possède un champ d'application étendu. Il concerne tous les impôts, y compris notamment les impôts locaux. Et c'est donc à la loi qu'il revient d'autoriser les impôts, d'en fixer les règles, même si, s'agissant des impôts locaux, une grande latitude peut être laissée par le législateur aux collectivités locales dans la fixation des taux de certaines impositions. Il convient toutefois de remarquer que ce principe de l'égalité, et cela fait écho à ce que nous évoquions tout à l'heure au sujet de la doctrine, ce principe connaît une limite réelle en raison de la protection qui est accordée aux contribuables contre les changements de doctrine administrative. Le mécanisme prévu aux articles L80A et L80B du livre des procédures fiscales a effectivement pour conséquence, pour effet, de faire primer dans certaines hypothèses l'interprétation de la loi promue par l'administration fiscale sur l'intention du législateur lui-même. Le second grand principe de valeur constitutionnelle qu'il convient d'évoquer ici, en matière fiscale, donc, c'est l'égalité devant l'impôt. Le principe d'égalité, en matière fiscale comme dans d'autres domaines, est un principe essentiel. Il présente toutefois ici un certain nombre de particularités remarquables parce que, en droit fiscal, eh bien, le principe d'égalité n'est pas unique, mais multiple. Et certains auteurs, d'ailleurs, n'hésitent pas à parler des principes d'égalité en matière fiscale. Outre le principe d'égalité devant la loi, effectivement, on s'aperçoit que s'applique également le principe de l'égalité devant l'impôt et le principe de l'égalité devant les charges publiques. Égalité devant la loi, égalité devant l'impôt, égalité devant les charges publiques. Cet ensemble de principes trouve ses sources dans l'article 1er de la Constitution, qui, je le rappelle, garantit l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. L'article 6 de la Déclaration de 1789 affirme quant à lui que la loi doit être la même pour tous. Et enfin, l'article 13 de la même Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 précise que pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable et elle doit être également répartie, précise-t-il, entre les citoyens en raison de leurs facultés. On le voit, plusieurs facettes, une pluralité de principes d'égalité. Et compte tenu de cette multiplicité, de cette pluralité, le principe constitutionnel d'égalité
en matière fiscale recouvre d'une part des exigences classiques et d'autre part des règles relativement particulières. Il s'agit en premier lieu du principe d'égalité devant la loi, dont la portée générale se retrouve également, on l'aura compris, dans le domaine fiscal. Ce principe n'implique pas une identité de traitement de tous. Selon la formule désormais classique du Conseil constitutionnel, il ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce que le législateur déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit. Autrement dit, quand des contribuables se trouvent placés dans des situations identiques, ils doivent se voir appliquer des règles semblables et non différentes. En revanche, s'agissant de personnes se trouvant dans des situations différentes, des règles différentes peuvent être appliquées. L'égalité, ça n'est pas traiter de façon identique des personnes qui se trouvent dans des situations différentes. C'est traiter, donc, on l'aura compris, différemment des personnes placées dans des situations différentes. Par exemple, la loi peut traiter différemment les concubins, d'un côté, et de l'autre, les personnes mariées ou unies par un pacs. Des différences de traitement peuvent être également justifiées entre des personnes qui se trouvent dans une situation identique, nous dit le principe énoncé par le Conseil constitutionnel, mais dans ce cas, eh bien, ces différences de traitement doivent être justifiées par des raisons d'intérêt général. Et il faut qu'il y ait un lien direct et nécessaire entre la différence de traitement de personnes pourtant dans une situation identique et ces raisons d'intérêt général. Il va de soi, bien sûr, que ces différences de traitement, dans un cas comme dans l'autre, doivent être en rapport avec l'objet de la loi qui les établit, comme cela résulte de la formulation même du principe d'égalité par le Conseil constitutionnel. Autrement dit, eh bien, par exemple, les différences de traitement fiscal entre entreprises opérées par une loi qui élargit l'assiette de la taxe sur les locaux à usage de bureaux en Île-de-France sont en rapport avec le but de la loi, qui est de corriger les déséquilibres dans cette région en matière de logement social, de transport collectif et d'infrastructures de transport. A l'inverse, une différence de règles fiscales instituées entre donations passées devant notaire et donations autres, eh bien, n'est pas justifiée par l'objet de la loi qui était de favoriser la transmission des patrimoines du vivant de leurs détenteurs. Le principe d'égalité en matière fiscale revêt en second lieu une portée spéciale en raison de l'existence des principes d'égalité devant les charges publiques et d'égalité devant l'impôt. Principes qui viennent s'ajouter ici au principe général d'égalité devant la loi. Compte tenu de ces règles, eh bien, les différences de traitement en matière fiscale doivent respecter certaines exigences particulières pour être admises du point de vue constitutionnel. Le législateur qui instaure des différences de traitement doit s'appuyer sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but qu'il se propose d'atteindre, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une corrélation suffisante entre les moyens utilisés et le but particulier poursuivi. Quand le Conseil constitutionnel est saisi, il contrôle la rationalité des choix du législateur au regard de sa logique de différenciation qui peut apparaître dans l'exposé des motifs de la loi. Ensuite, les différences de traitement, pour être constitutionnelles, ne doivent pas entraîner une rupture caractérisée du principe d'égalité devant les charges publiques, lequel exige que la répartition de la charge de l'impôt s'opère en raison des facultés des contribuables. Enfin, l'exigence d'une nécessaire progressivité de l'imposition globale du revenu des personnes physiques ne doit pas être méconnue par la loi, notamment lorsqu'elle prévoit des différences de traitement dans ce domaine. Il est cependant difficile de connaître précisément le seuil à partir duquel la réduction de la progressivité de l'impôt sur le revenu causée par une différence de traitement apparaît contraire à cette exigence. Le troisième grand principe constitutionnel que je voudrais aborder ici, c'est celui de l'annualité de l'impôt. Le principe d'annualité de l'impôt, c'est un corollaire du principe du consentement à l'impôt et il découle directement du principe budgétaire d'annualité.
L'annualité budgétaire, nous l'avons déjà vu dans le cours de finances publiques. Quant à l'annualité de l'impôt, eh bien, elle implique que la perception de l'impôt soit autorisée chaque année pour une durée d'1 an. Au terme de ce principe, le Parlement doit donc délivrer tous les ans une autorisation de perception de l'impôt, et c'est ce qu'exprime bien, traditionnellement, l'article 1er de la loi de finances de l'année, qui dispose, on retrouve cette formule en général, que la perception des impôts, produits et revenus affectés à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir, continue d'être effectuée pendant l'année N, conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi. En définitive, les textes fiscaux demeurent donc valides d'une année à l'autre, mais la perception des impôts qu'ils régissent n'est régulière que si elle est autorisée chaque année. Passons à présent à l'étude des sources du droit fiscal, puisque nous connaissons les caractéristiques de l'impôt. On le disait en introduction de ce chapitre, l'impôt, le droit fiscal désigne l'ensemble des règles juridiques relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'impôt. Quelles sont alors les sources de ce droit? Quelles sont ces règles? La loi est longtemps restée la principale source du droit fiscal en France, et ce rôle prépondérant s'expliquait par la tradition légiscentriste qui a durablement influencé nos institutions, et notamment par l'affirmation du principe du libre consentement à l'impôt, puisque selon l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on le disait tout à l'heure, tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants, ce qui fait allusion au vote de la loi, la nécessité de la contribution publique. Ils ont le droit de la consentir librement et d'en suivre l'emploi, mais aussi d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée, dit la déclaration de 1789. Mais la loi a perdu une large part de sa suprématie en matière fiscale, et cela compte tenu d'évolutions bien connues qui ont touché de façon plus générale l'ensemble du système juridique français. On le sait, aujourd'hui, la formation du droit fiscal est soumise à des normes constitutionnelles et internationales dont l'autorité a été progressivement garantie sur la loi. En d'autres termes, le développement du contrôle de constitutionnalité des lois par le Conseil constitutionnel d'une part et l'affirmation du contrôle du respect des normes supranationales par la loi devant le juge administratif et le juge judiciaire d'autre part, ont conduit à une certaine relégation de la loi parmi les sources du droit fiscal. Les sources internes du droit fiscal sont aujourd'hui dominées par les règles de valeur constitutionnelle. Pendant longtemps, le droit fiscal n'a entretenu qu'assez peu de rapports avec le droit constitutionnel. Il faut dire que le corps même de la Constitution contient peu de dispositions qui intéressent directement le droit fiscal. Mais la situation a évolué. Elle a évolué à partir des années 1970 avec le développement du contrôle de constitutionnalité des lois par le Conseil constitutionnel et l'intégration, via la jurisprudence du Conseil constitutionnel, l'intégration du préambule de la Constitution de 1946 et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 aux normes de référence du contrôle de constitutionnalité des lois qu'effectue le Conseil. Et compte tenu de ces éléments, eh bien, les règles constitutionnelles ont acquis progressivement une importance considérable parmi les sources du droit fiscal. Non seulement plusieurs principes de valeur constitutionnelle qui concernent ou peuvent concerner le domaine fiscal sont contenus dans ces deux textes, le préambule de 1946, la déclaration de 1789, mais en outre, leur autorité effective sur la loi a été garantie par les saisines régulières et de plus en plus nombreuses du Conseil constitutionnel. On perçoit tout de suite que cette affirmation de l'autorité des règles constitutionnelles dans le domaine du droit fiscal a pour conséquence le fait que la loi, si elle demeure une source non négligeable du droit fiscal, eh bien la loi, désormais, est une source du droit subordonné, et subordonnée à ses exigences constitutionnelles. Le règlement est également une source réelle du droit fiscal. Il appartient au pouvoir réglementaire, ici comme ailleurs, d'édicter les mesures nécessaires à la mise en œuvre des règles générales fixées par la loi.
Et bien entendu, tout comme la loi doit respecter les normes constitutionnelles, les règlements devront se conformer aux normes supérieures et d'abord aux lois. Par ailleurs, comme dans d'autres domaines, le législateur peut habiliter le gouvernement à agir par voie d'ordonnance en matière fiscale. Outre la Constitution, outre la loi, outre le règlement, le droit fiscal trouve encore sa source dans la jurisprudence administrative ou judiciaire. Bien que le droit fiscal soit d'interprétation stricte, il y a matière à interpréter la règle, ce qui témoigne dans bien des cas d'ailleurs d'une réelle marge de création du droit par le juge. Et puis enfin, au titre des sources internes du droit fiscal, il convient encore de mentionner un support juridique particulier qui est la doctrine administrative. L'expression recouvre ici tout un ensemble de textes qui va des instructions aux notes, aux circulaires que les chefs de service adressent à leurs agents dans un but pédagogique, c'est-à-dire pour leur expliquer le sens des textes à appliquer. Et cet ensemble de documents internes à l'administration, qui est à la fois volumineux et disparate, ne concerne pas, bien entendu, le droit fiscal. Simplement, dans le domaine fiscal, la doctrine administrative occupe une place tout à fait particulière, tout à fait importante et originale, qui singularise le droit fiscal. En principe, ces documents, qu'on appelle la doctrine fiscale, la doctrine administrative, ces documents sont transparents dans les relations entre l'administration et les administrés. La doctrine est normalement insusceptible de recours devant le juge. Elle n'est pas invocable non plus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas soulever un moyen tiré de la violation d'une note de service à l'appui d'un recours. Et puis la doctrine fiscale, la doctrine administrative, n'est pas opposable par l'administration aux administrés. Autrement dit, l'administration ne peut pas fonder une de ses décisions sur la doctrine administrative. Mais bien évidemment, il n'est plus question de transparence lorsque telle note de service, telle circulaire ne se contente pas d'interpréter le texte à appliquer, mais comporte des dispositions impératives à caractère général, c'est-à-dire des dispositions faisant grief. Mais en dehors de cette hypothèse, normalement, la doctrine est transparente dans les relations entre administration et administrés. En droit fiscal, il en va différemment du fait de deux dispositions législatives, l'article L80A et l'article L80B du livre des procédures fiscales. Ce sont des textes qui ont été adoptés dans un souci de protection des contribuables contre les changements de doctrine administrative et en réalité, ils aboutissent à faire de la doctrine administrative en matière fiscale une véritable source de droit. Il faut dire que les modifications de la doctrine administrative peuvent être tout à fait préjudiciables du point de vue du contribuable. En effet, l'interprétation de la loi fiscale qui est retenue par la doctrine administrative peut tout à fait évoluer d'une période à une autre. Et le contribuable qui s'est conformé à telle interprétation administrative, dans un premier temps, va se trouver ensuite désarmé quand l'administration aura changé son interprétation de la loi au profit d'une conception plus stricte, par exemple, et alors qu'il avait appliqué la loi conformément à l'interprétation initiale, eh bien, le contribuable va s'exposer à une rectification de son impôt parce que l'interprétation aura été abandonnée, qu'elle aura évolué au profit d'une autre qui lui est moins favorable. L'administration fiscale peut revenir sur ce qui est devenu une erreur et elle peut donc rehausser l'impôt du contribuable, qui pourtant s'était de bonne foi fié à son interprétation première de la loi. L'article L81, l'article L80B du livre des procédures fiscales permettent de protéger le contribuable dans une situation de ce type. Au-delà des nuances techniques qui les séparent, au-delà des conditions précises qui sont posées au bénéfice de ces textes, eh bien, les deux articles permettent à offrir la garantie suivante. Quand l'administration a pris position formellement et publiquement à propos de l'application d'un texte, le contribuable qui s'est conformé à cette prise de position administrative ne peut se voir pénalisé à la suite d'un changement intervenu dans la position de l'administration. Ces textes vont donc permettre aux contribuables d'invoquer la doctrine administrative initiale pour faire échec à une nouvelle interprétation de la loi fiscale. Et à cet égard, le droit fiscal présente donc une certaine originalité parce que la doctrine administrative y est donc une source de droit réelle et abondante, et l'originalité tient au fait que, compte tenu de ces textes, eh bien,
on assiste aussi à une sorte de bouleversement de la hiérarchie des normes, puisque d'un certain point de vue, on peut soutenir qu'il est possible d'écarter finalement la loi au profit d'une règle qui provient simplement d'une note de service. Voilà pour les règles, disons pour les sources internes du droit fiscal. Il nous reste à voir les sources internationales du droit fiscal. Quelles sont ces règles internationales qui, ayant pour but l'impôt, pour objet l'impôt, s'intègrent dans le droit fiscal, dans ce que l'on nomme le droit fiscal. D'après l'article 55 de la Constitution, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois. Autrement dit, la loi, et notamment la loi fiscale, doit respecter les stipulations des conventions internationales. Il y a là en premier lieu les traités internationaux conclus par la France. En matière fiscale, il s'agira souvent de conventions bilatérales destinées à lutter contre la double imposition internationale. On y reviendra plus loin. Il arrive en effet que les règles d'application des impôts, en France et dans un autre pays, aboutissent à ce qu'une même personne, dont la situation se répartit entre plusieurs États, donc une même personne soit imposée dans chacun des deux États, au titre de la même période, à raison de la même matière imposable, si bien que la personne subisse ce qu'on appelle une double imposition internationale. Et les États ont conclu de nombreuses conventions bilatérales, la France en particulier, afin de résoudre ce type de difficultés. Il y a là donc une source du droit fiscal tout à fait majeure, source internationale du droit fiscal. Et puis à côté de ces traités, qui visent à lutter contre la double imposition internationale, le droit fiscal français peut trouver sa source dans des conventions bilatérales qui visent à favoriser des pays en voie de développement. Par exemple, en orientant les placements de capitaux vers ces pays, en facilitant le rattachement fiscal à ces États de certaines opérations réalisées par des entreprises multinationales et en reconnaissant ainsi plus facilement à ces États la possibilité d'imposer la production de richesses à l'occasion de ces opérations. Et plus généralement, à côté de ces conventions internationales, il faut souligner aujourd'hui l'importance qui a été prise par des conventions multilatérales qui n'ont pas un objet spécifiquement fiscal, mais qui vont avoir des répercussions dans ce domaine. Il y a là en particulier la Convention européenne des droits de l'homme, qui est un traité qui offre la garantie d'un certain nombre de droits substantiels et formels susceptibles d'être invoqués en matière fiscale. Et puis, naturellement, à cela s'ajoute le droit communautaire, c'est-à-dire le droit originaire, les traités, et le droit dérivé, les règlements, les directives, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Il faut le dire, le droit communautaire a pris une place tout à fait importante en droit fiscal. Et en effet, la construction communautaire se traduit par la multiplication de règles dont l'autorité est supérieure à celle des lois et qui souvent vont avoir des conséquences dans le domaine fiscal. Ce sont parfois des conséquences directes, comme c'est le cas en matière de TVA, taxe sur la valeur ajoutée, parce que cet impôt relève en effet largement de la compétence de l'Union européenne. Et il est essentiellement régi d'ailleurs par des directives communautaires. Et l'influence du droit communautaire sur le droit fiscal est parfois plus indirecte. Effectivement, sans avoir un objet proprement fiscal, un certain nombre de règles fondamentales de droit communautaire ont des répercussions dans ce domaine, comme par exemple les grandes libertés, notamment la liberté d'établissement. Nous abordons à présent dans ce chapitre introductif du cours de droit fiscal une quatrième section qui est consacrée aux grands principes de valeur constitutionnelle du droit fiscal français. Effectivement, alors on s'en aperçoit immédiatement, si la dimension technique du droit fiscal ne doit pas être négligée, il ne faudrait pas pour autant réduire ce droit à un ensemble de règles techniques concernant l'assiette, le taux, le recouvrement de l'impôt. Le droit fiscal prend également appui sur un ensemble de grands principes généraux qui sont à la base du système fiscal français et qui lui apportent une certaine stabilité. Et les plus emblématiques de ces principes sont la légalité de l'impôt, l'égalité devant l'impôt et l'annualité de l'impôt.